Alors, dans le plan, vous y mettez ce que vous voulez, des exemples, commencez toujours par définir, faut commencer toujours très 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 doucement, hein, donc la distance, les normes, tout ça, ou plutôt l'inverse, d'abord les normes, ensuite la distance, des exemples, ce que c'est qu'une isométrie, des exemples d'isométrie, et il faut converger ensuite vers le fait que les isométries, ça forme un sous-groupe de GAN et engendré par les réflexions. Voilà, ça, alors l'idée c'est quoi? D'abord, si F est une isométrie, regardez comment on se ramène à une isométrie qui fixe un point O, hein, juste en prenant une translation de vecteur F au O, rond F, et ça nous donne une isométrie qui fixe un point O. Et ben, on sait que le groupe affine fixant un point O, la partie du groupe, le sous-groupe, hein, le stabilisateur hein, du point O dans le groupe affine, eh ben, il est isomorphe à GLN, et ça c'est très fort. D'accord? Voilà. Déjà, le fait qu'une isométrie soit une application affine, eh ben, ça se fait en calculant la norme au carré de phi de lambda x plus mu y moins lambda phi de x moins mu phi de y. Hein, c'est-à-dire que, en fait, je vais d'abord me ramener de f, une isométrie quelconque, à une isométrie qui a un point fixe, et ensuite je vais l'appeler phi, celle-ci, parce que je peux l'assimiler à GLN, d'accord, en assimilant un point M de l'espace affine au vecteur OM de l'espace vectoriel. Et ici, je calcule ceci au carré, et en utilisant le fait que phi laisse fixe la norme, donc je le développe, parce que grâce à la forme polaire, hein, qui est bilinéaire, je développe ça, et quand je vais développer ça, eh ben, je vais avoir suppression de tous les phi dans le développement, parce que phi respecte la norme, et à la fin, je tombe sur 0. Donc ce qui va faire, comme c'est une norme, qu'on aura bien la linéarité, donc la condition que FO est bien affine, et ensuite que c'est bien que F est bien une isométrie. Donc voilà déjà une méthode. Alors attention quand même, le fait ensuite que ce soit bijectif, ça vient du fait que phi ici, on s'est ramené à un endomorphisme, c'est forcément injectif parce que ça doit respecter la norme, et c'est bijectif parce qu'un injectif implique surjectif en dimension finie. Voilà donc des petites choses, mais il y a une méthode que je trouve vraiment plus jolie et plus directe pour montrer en même temps qu'on a engendrement par les réflexions. C'est-à-dire que je vais fixer un repère. Alors donc on oublie ça, d'accord, on part de F, une isométrie, et je veux montrer que c'est engendré par les réflexions. Et si c'est engendré par les réflexions, c'est-à-dire si c'est une composée de réflexions, bah forcément ce sera dans le groupe affine. Et comme les isométries c'est stable par rond, bah ce sera bien un sous-groupe du groupe affine. Alors regardez, je fixe un repère A0, A1 jusqu'à AN, et maintenant, le repère étant fixé, je regarde SO rond F, où SO, c'est la réflexion par rapport à l'hyperplan médiateur entre A0 et F de A0. Évidemment, si A0 est égal à F de A0, bah, pas de problème, je ne mets rien du tout. Mais ici, j'ai quelque chose qui va fixer A0. Et ça va rester une isométrie. Maintenant, je vais regarder A1 et je vais regarder S1, la réflexion par rapport à l'hyperplan médiateur entre A1 et S0 rond F de A1. Et A0 est dans l'hyperplan médiateur. Pourquoi? Parce que A0, comme A0, A1 est égal à S0 rond F de A0, S0 rond F de A1 en distance, mais que S0 rond F de A0 c'est A0, et bien ça veut dire que cette distance est égale à celle-là, donc il est bien sur l'hyperplan médiateur. Donc il va être fixé encore, donc ça veut dire que cette isométrie-là va fixer à la fois A0 et A1, etc., etc.
Et ensuite, vous faites S2, etc., puis jusqu'à Sn. Et là maintenant, vous allez avoir une isométrie qui laisse fixe un repère. Alors, attention, elle est pas on ne peut pas dire ça laisse fixer un repère, donc c'est l'identité. Pourquoi? Parce que laisser fixer un repère, c'est l'identité quand on est affine, mais on n'a pas encore démontré que c'était affine. Par exemple, on l'appelle grand F, F va laisser fixe un repère, donc supposons que grand F de M est un point tel que grand F de M est différent de M, eh bien, vous avez que la distance, comme grand F est une isométrie, hein, la distance de Fm à I est égale à la distance de M à I, puisque F de AI est égal à AI. D'accord ? Et donc ça veut dire que AI serait dans l'hyperplan médiateur de N et de Fm. Mais tous les points d'un repère ne peuvent pas être dans un hyperplan. Ça, c'est pas possible. C'est interdit par presque la définition du repère. Donc, c'est pas possible. Donc, ça veut dire que pour tout M, grand F de M égale M. Et donc, ça veut dire que F, c'est l'identité. Donc, petit f est composé de certaines... il suffit d'inverser, passer de l'autre côté. Et petit f est composé de réflexions. Et même, on peut dire de n plus 1 réflexion, ou plus n plus 1 réflexion. Et donc... tout est bien, qui finit bien, les isométries sont bien affines puisque c'est engendré par des réflexions. Voilà. Maintenant, le deuxième point important que je vais encadrer, si phi est dans ON, donc là on est dans le linéaire, alors E est en somme directe du sous-espace propre pour la valeur propre 1, si 1 est valeur propre, hein, sinon c'est juste 0, ça, ce truc-là. Donc les sommes directes de ker de phi moins id et de im de phi moins id. Donc si 1 est valeur propre, hein, ça c'est le sous-espace propre. Et donc, si f est une isométrie qui a pour endomorphisme associé phi dans ON, voilà, on a bien f égale tau v rond fa, la fameuse décomposition canonique, dont je vous rappelle qu'ici, c'est une translation de vecteur v qui est dans ker de phi moins i, rond fa, et fa possède un point fixe, a, qui n'est... Alors, la décomposition est unique, en revanche, a, lui, n'est pas unique, il est unique modulo cette direction-là. Alors, en particulier, hein, si ker de phi moins id égale 0, ça veut dire directement que f possède un point fixe. Voilà. Donc, d'où le lien avec la réduction. Hein. On a les yeux fixés sur phi, et est-ce que 1 est valeur propre ou pas de phi? Toute la question est là. Alors, la preuve, au moins du premier point, qui est important, c'est que, en fait, cette image de phi moins identité est inclue dans l'orthogonale du noyau, là. Voilà. Ça, c'est très facile, parce que il suffit de prendre un élément du noyau, donc phi de y égale y, d'accord? Et on va regarder phi moins i de x, c'est-à-dire phi de x moins x, virgule y. On regarde le produit scalaire. Donc ça fait phi de xy moins xy, mais phi de xy, c'est x phi moins 1 de y, et phi moins 1 de y, ben forcément c'est y, donc on a xy moins xy, ça fait 0. Voilà, et donc comme on a l'inclusion et égalité des dimensions, en fait ici vous voyez bien qu'on a l'égalité, et bah oui, c'est ça le client, c'est que deux sous-espaces orthogonaux entre eux sont en somme directe. Donc, ceci est une condition générale pour avoir cela. Voilà. Et comme pour... Alors ça, vous pouvez le voir dans le carnet de voyage en algébrie, où on donne des contre-exemples où ceci ne marche pas, et donc forcément, ce n'est pas pour des isométries, hein, mais où on donne des contre-exemples. À partir de là, on voit qu'il suffit de bien comprendre ON pour comprendre les isométries. C'est ce qu'on va faire grâce à la réduction, encore une fois. Donc, on attaque
le groupe orthogonal à l'aide de la réduction. Et c'est ce... Alors, je vais encadrer en rouge les choses essentielles que je trouve vraiment essentielles. Ça, c'est vraiment hyper important. Voilà. Déjà ça, si phi est dans O de n, alors tout sous-espace f stable par phi a son orthogonale aussi stable par phi. Et c'est, bon, évidemment, c'est involutif, donc si la réciproque est impliquée par l'implication. C'est très facile, vous prenez y dans f orthogonale, x dans f, il faut montrer que phi de y est fois x, scalaire x, est égal à 0. Mais phi de y, x, est égal à y, phi moins 1 de x, mais comme f est stable par phi, il est stable par phi moins 1, parce que phi est inversible, et donc ça fait bien 0, parce que là on est dans f orthogonale, et là on est dans f. Bon, donc ça c'est facile, mais c'est vraiment essentiel. En fait, comme corollaire, on a que si phi est dans n, il existe une base dans laquelle la matrice s'écrit avec des 1, des moins 1, et des Rθ, des matrices Rθ1 jusqu'à Rθk, où Rθ, c'est ces matrices de rotation de 2. Alors, pourquoi? En fait, vous voyez que ce qui se passe, c'est que grâce à ce petit lemme tranquille, à chaque fois qu'on a un sous-espace stable, on peut regarder son orthogonale qui est stable aussi. Et donc, dès qu'on a un sous-espace stable ici, par exemple 1, et ici il est stable, et bien on va prendre ici le sous-espace orthogonal qui lui va être stable, ce qui va nous assurer les zéros, etc. Et si ça avait été une matrice de 2, ce serait pareil. Bon. Donc, maintenant, on se ramène au cas n égale 1 et n égale 2. Pourquoi? Parce que, en fait, si phi est dans GLN de R, il existe toujours un sous-espace stable de dimension 1 ou 2. Comment on montre ça? On montre ça en disant que on prend phi, on regarde son polynôme minimal, mu de phi égale 0, et minimal, on le décompose dans R, et c'est là où R c'est important, c'est que dans R, la décomposition en irréductible d'un polynôme est de degré 1 ou 2. C'est parce que c'est algébriquement clos, et que c'est une extension de degré 2 de R. Si on a ici un polynôme de degré 1, d'accord, là-dedans, alors ça veut dire qu'on a une valeur propre. Et si on a une valeur propre réelle, et si on a une valeur propre réelle, forcément, on va avoir un sous-espace propre, donc un sous-espace stable, au moins une droite stable. Donc ça, c'est pas un problème. Donc 1, ok. Mais si c'est 2, alors on va supposer maintenant que le degré de PI est égal à 2. Si c'est 2, alors on sait donc par minimalité du polynôme minimal que le noyau, on utilise la décomposition du lemme des noyaux, on a une décomposition en sous-espaces caractéristiques qui sont là, et chaque sous-espace caractéristique est forcément non nul, c'est pour ça qu'on a pris le polynôme minimal. Maintenant, ce sous-espace caractéristique qui est non nul, ça implique que ker de PI de phi est différent de 0, parce que le déterminant de ça est nul, d'accord? Donc le déterminant de PI de phi, le KI, vous pouvez le passer ici parce qu'on a un morphisme entre les polynômes pour la multiplication et les endomorphismes pour la loi ronde, et donc le déterminant de ça est nul, donc ça veut dire que le déterminant de PI de phi est nul. Donc le noyau est non nul ici. Donc je peux prendre un x non nul dans ker de PI de phi, et comme P est de dimension 2, donc on va avoir x, phi de x et phi 2 de x qui vont être liés, forcément, puisque c'est annulé par PI de phi, qui est de degré 2, et ça veut dire qu'on peut montrer très facilement, c'est très habituel, que x, phi de x est un sous-espace stable qui va être bien sûr, de dimension
1 ou 2, mais en tout cas, ça va être 2. Hein, mais en tout cas, on voit que c'est 2 dimensions, ça va être au plus un plan. Donc voilà, on a un sous-espace stable de dimension 1 ou 2, toujours, dans tous les cas. Donc, bilan des courses, il suffit de regarder les cas n égale 1 et n égale 2, puisque tout va être en somme directe, hein, d'accord, de sous-espace stable comme ça, par récurrence en utilisant ce lemme. Et donc, pour le cas n égale 1, ben, O1, c'est juste plus ou moins 1. Et puis pour le cas n égale 2, ben, ça, on l'a vu plusieurs fois. Il faut respecter la base canonique, il faut respecter le produit scalaire sur la base canonique qui est orthonormée. Donc E1 va vers un élément de norme 1, donc de la forme cosinus θ sinus θ, et E2, c'est encore un élément de norme 1 qui est orthogonal à ça, et là il n'y en a que 2 possibles, donc ça va être moins sinus θ cosinus θ, ou plus sinus θ moins cosinus θ. Voilà. Alors si on a cos θ sin θ moins sin θ cos θ, c'est rθ, c'est ce qu'on voit là. Si on a cos θ sin θ moins cos θ, alors là, on voit que c'est une symétrie, que le polynôme caractéristique c'est x2 moins 1, donc c'est là qu'on a les 1 et les moins 1. Mais sinon, on peut avoir des 1 et des moins 1 qui viennent de ça aussi. Voilà. Donc, bilan des courses, on a une base, et même une base orthonormée, dans laquelle on peut l'écrire comme ça. Donc oui, c'est bien d'écrire qu'elle est orthonormée. Et voilà la conclusion. Donc ça, c'est important, je pense, à mettre dans la leçon. Hein. Et là maintenant, on peut regarder, on a suffisamment de matière à regarder les choses, à classifier les isométries hein, en dimensions 2 et 3. Alors là, c'est bien de faire des tableaux. D'ailleurs, entre parenthèses, vous avez toujours cette page 4 hein, qui vous permet de mettre des tableaux. Donc vous pouvez mettre ça, hein, ça fait du remplissage. Ici, vous avez pour n égale 2 la classification hein, des isométries du plan. Ben, comment on fait ben, selon ce qu'on vient de voir, ben, on attaque l'endomorphisme associé qui va être donc, dans O2, donc c'est soit l'identité, soit une rotation mais d'angle non nul, soit une symétrie. On regarde toujours la réduction, c'est-à-dire la valeur propre 1. Et là, bah, il y a la valeur propre 1, donc ça veut dire qu'on n'est pas sûr qu'il existe pour f un point fixe. R, la valeur propre 1, il n'y a pas de valeur propre 1, parce que R, c'est différent de l'identité. Les valeurs propres, c'est exponentielle de iθ, exponentielle de moins iθ. Donc, il y a un point fixe, parce que 1 n'est pas la valeur propre. Et S, les valeurs propres, c'est 1 et moins 1, parce que c'est une réflexion. Et donc, 1 est valeur propre, donc on ne sait pas s'il y a un point fixe. S'il y a un point fixe, alors on sait hein, que quand il y a un point fixe, hein, alors GAO, c'est pareil que G. Hein. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Ici, on a l'identité. D'accord. S'il y a un point fixe, c'est exactement pareil. Donc c'est l'identité. Et là, s'il y a un point fixe, alors c'est une symétrie. Et là, il y a toujours un point fixe, donc c'est exactement une rotation hein, qui va avoir un centre. Voilà. Et qui t'a ramené le point fixe au vecteur nul. Hein, ça va se passer exactement comme si on était dans le linéaire. Maintenant, s'il n'y a pas de point fixe, alors là, ben, on va avoir une translation de vecteur non nul. Ben, là, on n'en parle pas, puisqu'il y a toujours un point fixe. Et là, on va avoir une symétrie glissée, mais glissée, attention, le long donc si vous avez votre symétrie, et puis ensuite, vous glissez le long du sous-espace propre pour la valeur propre 1, c'est-à-dire le long de l'axe de la symétrie. Alors, il y a encore une colonne, c'est la colonne des matrices de l'endomorphisme associé, mais c'est une forme normale de matrice dans une base orthonormée. Ben là, c'est la matrice I2, là, c'est la matrice Rθ, d'accord, qu'on a vu tout à l'heure, et là, bah, je ne vais pas prendre la matrice très laide, hein, avec cosinus θ, sinus θ moins cosinus θ, mais sa forme normale 1 moins 1, hein, toujours dans une base orthonormée. Voilà. Alors maintenant, on peut attaquer exactement de la même manière hein, le Kn égale 3. Là, il s'agit de la classification de O3.
d'abord SO3 avec I3 et une rotation d'angle non trivial, et puis ensuite O3- avec ben, les réflexions et les réflexions, donc les symétries rotation en quelque sorte. Hein. Alors, donc, ici, ben, 1 est valeur propre, évidemment, donc on ne sait pas s'il existe un point fixe ou pas. R, ben, 1 est valeur propre. Là, cette fois-ci, on est en dimension 3, c'est la grande différence. Hein. Il y a forcément une racine réelle et les deux autres complexes conjugués. Et comme on est dans SO3, comme le déterminant c'est 1, la racine réelle, c'est forcément 1. Et donc, 1 ici fait que c'est valeur propre et on ne sait pas s'il y a un point fixe. S, ben, là, c'est une réflexion, donc les valeurs propres sont 1, moins 1, 1, valeur propre double, et moins 1, valeur propre simple, et donc 1 est valeur propre. Et là, voilà, c'est le seul cas où c'est oui, vous voyez, où 1 n'est pas valeur propre. Donc ça, il existe un point fixe, hein, c'est est-ce que 1 n'est pas dans le spectre. Hein, voilà, c'est ça qui est important. Parce que les valeurs propres, c'est moins 1, exponentielle de iθ, exponentielle de moins iθ. Voilà. Donc, la conclusion maintenant. Bah, s'il existe un point fixe, c'est voilà, donc c'est business as usual. Donc là, c'est l'identité, c'est pareil. S'il n'en existe pas, c'est la translation. Ici, bah, on a une rotation autour d'un axe, hein, qui va être le sous-espace propre. À partir du moment où il y a un point fixe, hein, donc je vous le dis, je vous le répète, hein, ça c'est vraiment fondamental. Ça. Sinon, eh ben, c'est un vissage, mais pareil, de la même manière que la symétrie, c'était une symétrie glissée, là c'est une rotation mais glissée, ça s'appelle un vissage, ça aurait pu s'appeler une rotation glissée, mais simplement c'est plus parlant d'appeler ça un vissage. Et c'est un vissage le long de l'axe, puisque l'axe c'est le sous-espace propre pour la valeur propre 1, donc la direction de l'axe on va dire. Maintenant, S, ben, si un point fixe, c'est une vraie symétrie orthogonale, évidemment, ou alors une symétrie glissée. Donc pareil, mais au lieu que ce soit par rapport à une droite, c'est par rapport à un plan. Et le vecteur ici de la translation, il est de direction le plan par rapport auquel on symétrise. Et puis là, oui, donc ici, il n'y a pas d'alternative, c'est ce qu'on appelle une isométrie à point fixe unique. On peut appeler aussi par extension une symétrie rotation. Alors, les matrices de forme normale dans une base orthonormée, ben, on va avoir bien sûr I3 ici. Là, ben, vous voyez, c'est exactement ce qu'on avait vu sur les formes normales pour les isométries dans l'espace, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, on a 1 Rθ, d'accord, avec θ non nul, parce que sinon on serait ici. Là, on a pour les symétries glissées, moins 1, 0 et 1, 1. Donc là, les valeurs propres. Donc ça, c'est une réflexion orthogonale. Et là, pour ici, c'est moins 1, Rθ. C'est très parlant, hein, vous voyez. Donc ici, θ égale 0, ça donnerait ce cas-là, et θ égale 0 ici, ça donnerait ce cas-là. Hein, voilà. Donc on a fait la classification, et on a fini sur les généralités. Hein, et on va pouvoir attaquer des choses un peu plus particulières, un peu plus aléatoires aussi, hein, qu'on n'est pas obligé de mettre, mais bon, quand même, on va parler de groupes, de topologie, de structures algébriques qui sont derrière, autres que la réduction, évidemment.